Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Il est 9h33 sur Sud Radio, en studio avec nous, Yves Damécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes vigneron, vous avez été longtemps, je ne sais pas si vous l'êtes toujours élu local en Gironde. Conseiller municipal. Vous êtes conseiller municipal. J'ai été conseiller général, conseiller régional, maire, président de communauté de communes. Vous signez L'humain, l'écologie et la politique, cet ouvrage aux éditions du Bien commun, sous-titré « Servir la vérité ». Aimer la France, croire en l'homme. Je vous avoue que je l'ai lu d'un trait. Hein. J'ai pris des notes quand même. Hein. C'est jamais, ça sert à quelque chose. Vous écrivez, mon livre s'adresse à celles et ceux qui refusent de croire que tout est joué. Nous parlons éminemment de l'avenir de ce pays, de 2027 qui est là, la campagne va démarrer, à ceux qui pensent que la France n'est pas seulement un problème à gérer, mais une promesse à tenir, à ceux qui croient que la politique est autre chose qu'un commentaire. Il y a du très concret, nous allons le voir, nous allons ouvrir votre essai dans un court instant, Yves Damécourt. Vous nous appelez 0826 300 300, je sais que vous êtes très nombreux à vous préoccuper de ce qui va se passer l'année prochaine, enfin dans les mois qui viennent. Déjà, nous avons ces préoccupations autour des prix, notamment des prix de l'énergie parmi tous les problèmes. Et puis 2027, est-ce que ce sera une clé de résolution? Appelez-nous et dialoguez avec Yves Damécourt si vous le souhaitez. La politique peut encore sortir ce pays de l'impasse dans laquelle il se trouve, Yves Damécourt? J'en suis persuadé. En fait, j'ai écrit ce livre pour mes enfants, qui sont des jeunes actifs, parce qu'ils sont un peu désespérés, cette génération-là. Ils savent pas trop où se situer. Et donc, moi, j'ai été élu pendant 17 ans à différents postes de responsabilité, et je pense qu'on peut agir. Mais pour ça, il faut respecter sa parole, il faut arrêter avec les éléments de langage, il faut avoir des convictions, il faut dérouler des programmes. Vous savez, quand la première fois que en 2004, quand j'ai été élu conseiller général, on avait eu une formation dans le parti politique où j'étais à l'époque. C'était lequel? C'était le RPR ou l'UMP, je sais plus, parce que ça change de nom souvent. Et le formateur, qui était un élu de Gironde, nous a dit, vous savez, votre programme, c'est juste pour être élu. Après, c'est autre chose. Mais non, on vous a dit ça à l'époque. On vous a dit ça, oui, dans la formation. Et donc, j'ai trouvé ça vous faites des promesses, puis une fois que vous êtes en place, c'est ça. Débrouille, quoi. Et donc, à l'époque, j'avais décidé de prendre un peu le large par rapport à tout ça. J'avais rédigé moi-même mes circulaires et j'avais pas travaillé avec le collectif. Et ensuite, je me suis attaché à respecter mes engagements et à faire ce que j'avais promis et ce que je pensais réalisable. Donc, voilà, c'est une éthique. Parce que dans votre livre, vous insistez sur l'homme qui n'est pas une variable d'ajustement. D'ailleurs, votre nom est une particule, c'est D', c'était une raillerie, un sujet de raillerie d'ailleurs, souvent. Vous dites, ce que j'ai vu, ce sont des convictions transformées en certitudes, des certitudes si absolues qu'elles finissent par autoriser toutes les déconsidérations. Ce n'était plus l'adversaire que l'on combattait, c'était l'homme. C'est dur, la vie politique. C'est très dur, et je me souviens d'une séance au conseil départemental où j'avais dû m'absenter parce que mon père avait fait un AVC. Et le vice-président avec lequel je ferraillais habituellement sur le budget, parce que j'étais président du groupe d'opposition, a dit en séance que j'avais mis en scène la mort de mon père, la maladie de mon père, pour ne pas avoir à ferrailler avec lui sur le budget du conseil départemental. Ça, c'est la vie politique. C'est horrible, en fait. C'est une espèce d'arène où, quand vous rentrez dans l'arène, selon que vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité, vous êtes le torero ou le taureau, et les gens se permettent tout. Alors vous aimez le bon sens, faire confiance à ceux qui font. La France regorge de compétences, d'initiatives, mais elles sont ligotées par la suspicion institutionnelle. La paperasse a gagné aujourd'hui, Yves Damécourt. Oui, je me souviens. Sur David Lisnard ce matin, dont vous êtes proche, il faut le préciser. C'est la bureaucratie qui domine aujourd'hui dans ce pays. En fait, vous savez, pendant le Covid, on envoyait nos malades du Covid en Allemagne. Oui, et on disait, il y a des lits libres en Allemagne, mais il n'y a plus de lits libres en France. En fait, quand l'OCDE a fait une étude sur les systèmes de santé allemands et français, s'est aperçu qu'en France, 1 emploi sur 3 était administratif dans le système hospitalier, le système de santé, et en Allemagne, c'était 1 sur 4. Cet écart de 8%, ça représente 500 000 fonctionnaires qui, en fait, sont affectés à des tâches bureaucratiques qui empêchent le système de fonctionner. Et on retrouve ce ratio dans toutes les administrations. Dans l'éducation nationale, c'est encore plus. En fait, on manque de professeurs devant les élèves, mais on a énormément de professeurs qui sont dans les bureaux. Enfin, c'est hallucinant. En fait, dans l'hôpital, on a fermé des lits pour ouvrir des bureaux. Oui.
alors qu'en fait, il faut fermer des bureaux pour ouvrir des lits. Et c'est pareil dans toutes les administrations. Alors il y a eu ce récit également, vous avez été pendant 12 ans maire de Sauveterre de Guyenne, c'est près de Bordeaux. Hein. Oui, c'est dans l'entre-deux-mers, c'est entre Libourne et Langon. Vous faites du vin. Hein. C'est ça, oui, je suis vigneron. Et c'est 1900 habitants maximum. Vous avez été confronté au PLU, à des 200 pages de rigidité, enfin c'est une petite commune, tout le monde se connaît. Et vous êtes face à un mur administratif. Oui, en fait, autrefois, on avait des plans d'occupation des sols, c'était plus simple. Un jour, j'ai été convoqué par la préfète de région, Madame Buchiot, qui venait d'être nommée en Gironde, et elle me dit, il faut que vous fassiez un PLUI, sachant qu'on nous avait forcé à augmenter la taille de notre communauté de communes. Oui, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Et je lui ai dit, écoutez, madame, moi je suis maire d'une bastide qui a été fondée par le duc d'Aquitaine en 1281, et la charte de fondation de la Bastide, c'était un A3 recto verso. Alors vos documents d'urbanisme qui font 250 pages, qui sont déjà obsolètes le jour où ils sont publiés parce que les lois ont changé entre-temps, sont illisibles et en fait on ne produit rien de beau avec ça. En fait aujourd'hui 95% de nos monuments historiques en France n'obtiendraient pas de permis de construire. Ah oui. Donc en fait, il est temps d'en finir avec ce mur-là. Hein. Voilà, on impose des schémas qui font que les maisons se ressemblent du nord au sud de la France, de l'est en ouest. On oublie les caractéristiques locales et on fait du moche avec du papier. Yves Damécourt, il y a un récit que j'aime bien dans votre essai, dans votre ouvrage, Simon, qui a perdu l'usage de son bras et que vous embauchez contre vents et marées, hein, comme surveillant de l'école communale. Oui, parce qu'en fait, on avait des problèmes d'agitation dans l'école, des élèves un peu turbulents, etc. Et donc, on manquait d'un surveillant. Et quand je venais d'être élu, et je me suis aperçu que la commune ne respectait pas ce quota de 6% de personnes handicapées, il n'y avait pas d'employés communaux porteurs de handicap. Et donc je me suis dit, peut-être qu'on peut faire les deux à la fois. J'avais Simon, que je connaissais comme cherchant du travail. C'était un ancien chauffeur routier qui avait pris une charge sur son bras. Donc il avait perdu son bras. Et je dis à Simon, est-ce que ça vous intéresserait d'être surveillant dans l'école ? Il cherchait du boulot à tout prix. Il me dit, moi je suis prêt à tout, etc. Mais à l'époque, on ne pouvait pas recruter un personnel handicapé sans être passé par une administration qui jugeait de l'opportunité ou de la possibilité de lui confier ce travail. Et donc, il est reçu plusieurs fois, etc. Et donc, on m'envoie le rapport. Il pouvait faire beaucoup de choses, sauf être surveillant dans une cour de récréation au contact des enfants. Mais même les parents d'élèves étaient hostiles. Hein, en fait, au début, les parents d'élèves disaient, Monsieur le maire, est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de montrer à nos enfants un monsieur qui n'a plus l'usage de son bras, il faudrait qu'il le cache. Voilà. Je dis, écoutez, c'est la réalité, c'est la vie. Et en fait, tout s'est très bien passé. Simon est devenu la star des enfants, il avait une autorité naturelle sur les enfants et quand il a pris sa retraite, il n'a jamais eu autant de bouquets que... Il a été regretté. Il a été regretté par tous. Yves Damécourt, vous fustigez dans votre ouvrage le centralisme, maladie française. Vous dites que rendre aux collectivités, aux entreprises, aux associations la maîtrise de leur destin, ce n'est pas affaiblir l'État, c'est le renforcer. Au passage, c'est un principe qui était défendu, je vous le rappelle, par le général de Gaulle. C'était le thème d'ailleurs de son référendum sur la décentralisation perdu de 1969. Nous sommes combien de décennies plus tard et à s'interroger sur les mêmes thèmes au fond. En fait, c'est un immense gâchis. Les différentes décentralisations qui ont été effectuées ont été plutôt des échecs. On a plutôt l'impression que c'est des décentralisations qui ont servi à se refiler la patate chaude. Moi, j'étais élu quand Jean-Pierre Raffarin a fait son acte de décentralisation qui consistait à confier les routes au département parce que ça coûtait cher et que l'État n'avait plus les moyens de les entretenir. Donc en fait, tout ça, c'est quand Lionel Jospin a créé l'APA, il a dit l'aide aux personnes âgées, qu'il a refilé ça au département et il leur a dit vous avez les droits de mutation à titre onéreux, ça va augmenter, comme ça vous pourrez payer l'APA et nous on vous le transfère en gros parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc on crée une loi mais on n'a pas les moyens de l'assumer financièrement. Et donc tout ça est un immense gâchis parce que en fait c'est quand on est près des choses qu'on peut agir et qu'on peut agir au juste prix. Parce qu'en fait, plus on est loin des choses, plus on globalise, plus ça coûte cher. Et donc ramener la décision au plus près du citoyen, au plus près des acteurs, c'est une façon à la fois de faire des économies et de faire
se rapprocher du juste, quoi. Oui, la politique, c'est souvent un défilé de personnalités nationales et dont nous disons souvent qu'elles sont, ça arrive, découplées du réel, parce que vous parlez beaucoup du réel. Vous êtes les pieds dans la terre, vous êtes vigneron, et au fond, ce que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est je dirais une bêtise, mais la vraie vie des élus en réalité, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes confrontés dans la réalité de la vie quotidienne des Français, et souvent nous, les médias, nous essayons de traduire cette réalité-là. C'est d'ailleurs ce que nous faisons tous les jours sur Sud Radio. Yves D'Amécourt, on va prendre une pause avec vous. Je vous ai vu tout à l'heure, on va dire battre la mesure quand nous avons diffusé un court extrait de Patrick Sébastien, qui sera tout à l'heure dans peu de temps l'invité de Sud Radio, de Valérie Expert. Il vous parle, c'est Patrick Sébastien, vous. Moi, je suis un fan inconditionnel, en fait. L'œuvre de Patrick Sébastien, c'est une vieille tradition française. C'est la tradition des chansons à boire. C'est la tradition. Enfin, moi, je suis dans une famille où on chasse depuis des générations. Et dans les chansons de chasseurs, il y a la parole des maîtres et la parole des piqueux. Et la parole des piqueux, c'est que des chansons type Patrick Sébastien, où on se marre. J'ai habité aux Antilles pendant 5 ans avec mon épouse. C'est une tradition, la chanson grivoise. Voilà, la chanson grivoise. Enfin, moi, à l'époque, c'était Francky Vincent, Alice Saglis. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est magnifique. La biguine antillaise, ce ne sont que des chansons à double sens. Patrick Sébastien, tout à l'heure, mettez-vous d'accord, l'événement Sud Radio ce matin avec Valérie Expert. Merci, vous restez avec nous, Yves D'Amécourt. On va poursuivre. Donc le regard, ce que vous portez dans l'humain, l'écologie et la politique, le regard d'un élu local, d'un homme de terrain. À tout de suite, vous nous appelez, si vous le souhaitez, 0826 300 300, la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilly. Avec Yves D'Amécourt, vigneron, élu local en Gironde et auteur de L'humain, l'écologie et la politique aux éditions du Bien commun. Alors il y a 2 piliers pour vous qui sont importants, la solidarité, la responsabilité. C'est le contrat social, on dit, ce sont des grands mots, tout ça. Pilier fissuré dans ce pays, Oui. En fait, on s'éloigne toujours tellement de la problématique, qu'on juge les problèmes de loin et quelquefois on broie de l'humain, on oublie la dignité. En fait, la dignité, elle est au cœur de toute politique. Donc, on peut faire preuve d'autorité, mais il faut pas oublier la dignité. Et donc, la France, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les valeurs intangibles qu'il fallait protéger, c'était la liberté, la sécurité et la propriété. Et aujourd'hui, la liberté est quand même flouée en France. La sécurité, vous en avez longuement parlé ce matin, c'est très compliqué. Et la propriété, elle est en danger. Donc voilà, il faut que les gens redeviennent propriétaires de leur vie. C'est ça la première des dignités. Il y a un aspect qui est très développé dans votre livre. Vous êtes cultivateur, vous faites du vin, vigneron. L'écologie, Yves D'Amécourt, que vous souhaitez intégrale, vous dites, sans idéologie. Pour vous, les écologistes aujourd'hui, ils font pas leur job ? Non, parce qu'en fait, ils ont... Vous êtes chasseur aussi, donc oui, je suis chasseur, je suis vigneron, je suis d'une famille d'éleveurs et de forestiers. Voilà, une famille rurale par excellence, une famille rurale par nature. Et donc, en fait, je pense que les écologistes ont dévoyé le débat. L'écologie, c'est une science. Et aujourd'hui, il y a tout un pan de l'écologie que les écologistes ont banni, puisqu'en fait, eux, leur dogme, c'est la décroissance. Vous écrivez, le paysan, le forestier, le vigneron, le pêcheur, le berger sont les premiers écologistes du pays. Ils ne parlent pas de transition, ils la pratiquent chaque jour depuis des siècles. Ouais. Ben oui, en fait, si vous voulez, moi, hier, il y avait un colloque à l'Assemblée nationale sur le vin et la vigne, et donc j'intervenais sur le changement et le changement climatique. Et donc, oui, en Gironde, depuis la fin des années 90, quand je me suis installé, la température moyenne a augmenté de 1,7 degré. Le soleil s'est concentré sur les mois d'été, avec des étés plus chauds. La végétation démarre plus tôt, et donc on a des risques de gel au printemps. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour s'adapter. Ce que je regrette, c'est que les écologistes n'embrassent pas les solutions qui, au niveau planétaire, pourraient permettre d'agir. Et donc, je cite deux exemples dans mon livre. Le challenge de Bonn,
qui est un objectif de reboisement d'une partie de la planète. Oui. Donc si on reboisait 900 millions d'hectares, on pourrait absorber le CO2 émis par les activités humaines. Et puis le projet 4 pour 1000, qui est un projet d'initiative française, qui permettrait, en augmentant de 4 pour 1000 la matière organique des sols de tous les agriculteurs de la planète, d'absorber aussi les émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. L'écologie politique, pour vous, aujourd'hui, c'est une imposture ? C'est en fait, le problème, c'est que c'est une écologie punitive qui culpabilise l'homme, alors que moi, je prône une écologie de la joie qui implique l'homme dans la réalisation des solutions. Je pense que c'est beaucoup plus porteur d'avenir, d'espérance, et que en fait, on demande à l'homme de jouer son rôle. Nous sommes en ligne avec vous, Paul. Bonjour, Paul. Bonjour messieurs. Effectivement, vous nous appelez de Bordeaux, hein ? Ouais, de Bordeaux, pas effectivement, loin, à côté, en tant que voisin. Juste pour rebondir sur la présentation d'Yves Damécourt, effectivement, sur lequel il a raison, la France moche. La France moche, on a le cas sur la commune de Bouillac, Yves Damécourt doit connaître, sur lequel le préfet, qui est le représentant de l'État, oblige d'appliquer la loi SRU sur des lieux résidentiels. Donc il faut construire des immeubles. Alors c'est un peu comme si vous construisiez des immeubles dans des champs, c'est un peu embêtant. Deuxième point, sur Bordeaux, quand vous regardez que la dépense publique, l'État, pareil, a obligé par les CERSIM, ces systèmes sociaux, d'intégrer des squatteurs dans des... Vous pouvez regarder sur Bordeaux Métropole, le ETI Bordeaux Métropole, 7 millions d'euros qui ont été dépensés pour mettre des bungalows de luxe pour intégrer des squatteurs et pour après les mettre justement dans les HLM. On a, pour finir sur le PLU, effectivement le PLU, moi je connais très bien le cas Bordeaux Métropole, il y a toute la dérive qui va avec le PLU derrière. Alors la question c'est sur le Nouvelle Énergie, Yves Damécourt et David Lisnard, quelles sont leurs intentions pour réguler toutes ces distorsions qu'on peut avoir au niveau du terrain, en fait. Yves Damécourt, vous répondez à Paul. Notre objectif, c'est de rendre de la liberté aux collectivités locales. Aujourd'hui, il y a tellement d'intervenants, il y a des gens qui interviennent dans tous les sens sur la construction de ces documents d'urbanisme. Beaucoup de gens qui ont le pouvoir de dire non. Et peu de gens qui ont le pouvoir de dire oui et d'entraîner. Et donc, en redonnant le pouvoir aux collectivités locales, aux maires, on peut s'affranchir d'un certain nombre de règles. Moi, je me souviens que il y a 30 ans, quand on faisait un plan d'occupation des sols, il y avait 80% de liberté et 20% de contraintes imposées par la loi, le préfet, l'État, etc., les différentes administrations. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a 80% d'obligations et 20% de liberté. Donc en fait, les maires, ils sont à portée de baffe, ils se prennent des baffes de tous les côtés, mais en fait, ils n'ont plus le pouvoir de choisir, quoi. Les PLU, ce sont des documents qui sont établis par des bureaux d'études, qui sont payés assez cher, qui sont des copier-coller de PLU d'autres régions, et il n'y a plus de capacité à raisonner donc local et à faire local. Plus de responsabilité pour les élus locaux et moins d'intervenants. Il y a trop de monde qui intervient sur tout. Encore un mot avec Paul de Bordeaux, si vous êtes toujours là, mon cher Paul. Vous avez entendu, Paul, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne. Oui, je suis toujours en ligne. Est-ce que vous avez entendu? Oui, allez-y. Mais la question, c'est justement Nouvelle Énergie, Yves Damécourt, David Lisnard, comment vous allez réussir justement à éviter qu'il y ait les dérives telles qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui sur Bordeaux, par exemple le dossier des cascades de Garonne, dont vous avez sûrement entendu parler, avec les promoteurs qui pillent le foncier et à leurs avantages et au détriment de la population sans respecter les études d'impact qui sont normalement des règles. Comment allez-vous apporter des solutions pour que il y ait en fait un résultat qui soit conforme aux réglementations, parce que vous voulez à la fois enlever les réglementations, mais à la fois elles sont pas respectées sur Bordeaux Métropole. Si elles sont pas respectées, il faut aller au tribunal administratif et il faut les contester. Non, mais le tribunal administratif, vous savez très bien le tribunal administratif, on peut citer le cas de Manuel Vaquero, juge au tribunal administratif de Bordeaux, qui est en même temps adjoint chargé d'urbanisme à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Le tribunal administratif, il n'a pas son indépendance. En tout cas, ce que vous soulignez, ce que vous soulignez, Paul, c'est parfois la difficulté. Merci à vous, merci pour cette intervention ce matin. Donc la difficulté, et on le voit bien, Yves Damécourt, souvent pour les pouvoirs locaux, de pouvoir répondre aux habitants, aux administrés, d'être rapide, efficace, de ne pas avoir des injonctions contradictoires dans tous les sens. Voilà, c'est là que Paul a raison, c'est qu'en fait, il y a tellement de règlements qui se croisent et qui se contredisent que c'est très compliqué après d'aller contester des décisions, puisqu'en fait, il n'y a plus de logique et que plus personne ne comprend finalement les réglementations.
puisqu'elles sont diverses et contradictoires. Donc, très compliqué. En tous les cas, vous nous insufflez dans votre essai cette envie, vous dites, de reprendre confiance dans la nature et dans l'homme. C'est quand même une mission difficile. C'est la conclusion avec vous, Yves Damécourt. C'est quand même un projet de cette reconquête du terrain, du terroir, des valeurs françaises. C'est quand même, c'est un des enjeux de 2027. Réellement. Oui, c'est difficile, mais c'est enthousiasmant. Et en fait, aujourd'hui, les gens ont besoin d'espérance. Et donc, l'idée, c'est que chacun redevienne acteur de sa vie et qu'on enlève toutes les scories et tout ce qui empêche à chacun de devenir acteur de sa vie. Yves Damécourt, merci. Vigneron, élu local en Gironde. Vous intervenez sur Sud Radio régulièrement. Auteur de L'humain, l'écologie et la politique aux éditions du bien commun. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, bonjour Yves Damécourt qui a un petit peu fredonné quand on a entendu un extrait de votre invité. Patrick Sébastien qui sera avec nous dans un instant, effectivement, avec sa chanson polémique sur Delphine Ernotte, qui l'a attaqué, d'ailleurs, qui porte plainte pour outrage sexiste, un album osé, olé osé. Alors, est-ce que vous avez été choqué? Patrick Sébastien est arrivé et je lui disais... Ce qui m'amuse d'une certaine manière, c'est que beaucoup de gens à qui j'ai fait écouter des chansons de l'album se marrent, puis après font « Ah non, quand même !» Mais ça fait rire. Mais aujourd'hui, l'époque a changé. Est-ce qu'on peut tout chanter? L'époque a changé, oui. On en reparlera. En tout cas, ça fait sourire beaucoup de gens. Yves Damécourt, on vous attend bientôt sur le plateau du 10h midi. Merci beaucoup. Merci. Et moi, j'adore les chansons de Patrick Sébastien. David Lisnard, ce matin, qui était là, on va lui en parler, a dit que ça le faisait sourire aussi et qu'il fallait arrêter de s'indigner. Surtout. Allez, on va en parler. À tout de suite, émission. 0826 300 300, si vous voulez poser des questions à Patrick Sébastien, réagir à cet album, à cette chanson. Évidemment, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio.